Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux sources de la règle de droit, sources qui peuvent être externes, c'est-à-dire internationales, ou internes, made in France si j'ose dire. Nous allons commencer par les sources internes. En premier, la norme suprême, celle qui se trouve au sommet de la pyramide des normes, la Constitution. L'actuelle a été adoptée le 4 octobre 1958 et a instauré la 5e République, celle sous laquelle nous sommes toujours actuellement. Elle prévoit l'organisation du pays, le rôle et les compétences des différents organes de l'État, président, gouvernement, Assemblée nationale, Sénat. Elle dispose d'un préambule qui contient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, donc celle de la 4e République, et la Charte de l'environnement de 2004. Ce sont donc des normes à valeur constitutionnelle. Elles sont prises en compte lors du contrôle de constitutionnalité des lois. Qu'est-ce que le contrôle de constitutionnalité des lois ? Exercé par le Conseil constitutionnel, ce contrôle permet de vérifier qu'une loi est bien constitutionnelle. Si ce n'est pas le cas, elle est abrogée ou ne peut pas être promulguée telle qu'elle si elle n'est pas encore entrée en vigueur. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce contrôle. La Constitution est disponible en intégralité gratuitement sur Internet. On retrouve ensuite la loi, dont il existe plusieurs sortes. En premier, il y a la loi constitutionnelle qui a pour caractéristique de modifier la Constitution. Elle se situe à l'article 89. Elle peut être votée directement par le peuple ou alors par le Congrès qui est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. On retrouve ensuite la loi organique de l'article 46 de la Constitution. C'est une loi qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics et qui complète donc la Constitution mais sans lui apporter de modifications. En troisième, on retrouve les lois référendaires de l'article 11. Elles sont adoptées par le biais d'un référendum national. Ces lois ont la particularité de ne pas pouvoir être soumises à un contrôle de constitutionnalité, car votées directement par le peuple. Pour finir, on retrouve ce qu'on appelle la loi ordinaire, dont le domaine est défini à l'article 34 de la Constitution, donc son domaine est limité. Parmi celles-ci, on retrouve certaines avec des objets spécifiques, comme la loi de finances ou la loi de financement de la sécurité sociale. Attention, on dit la loi de finances et pas la loi des finances. L'initiative de la loi appartient soit à un parlementaire, on parlera alors de proposition de loi, soit au Premier ministre. Il s'agira alors d'un projet de loi. Et ça, c'est un point de vocabulaire important si vous devez faire des dissertations en droit constitutionnel. On retrouve ensuite les ordonnances. Voici ce que nous en dit la Constitution à l'article 38. Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Une loi d'habilitation est donc votée par le Parlement pour autoriser temporairement et dans un domaine déterminé le gouvernement à prendre des ordonnances. Celles-ci devront être ratifiées avant un certain délai au risque de devenir caduques. Ce procédé est très utilisé et vous le retrouverez de nombreuses fois au cours de vos études. Passons ensuite au règlement autonome de l'article 37 de la Constitution. Quant à leur domaine, cet article se contente de nous dire que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. C'est donc la loi qui est limitée et le règlement qui est libre. Les règlements émanent du pouvoir exécutif. Les décrets ont une portée individuelle, c'est-à-dire qu'ils désignent une ou plusieurs personnes, ou une portée collective, et peuvent être pris par le président de la République ou le Premier ministre. Ces décrets peuvent être autonomes ou d'application. On trouve également parmi les règlements des arrêtés. Ceux-ci sont à portée générale. Il existe des arrêtés ministériels, interministériels, préfectoraux ou encore municipaux. Nous allons ensuite parler des sources internes indirectes, en commençant par la coutume. Pour que la coutume puisse être source de droit, il lui faut deux éléments. Un élément matériel qui consiste en l'existence d'un usage constant, général, ancien et notoire, et un élément moral qui suppose la conviction du caractère obligatoire de cet usage par le plus grand nombre. La preuve de la coutume sera rapportée par celui qui l'invoque, sauf si celle-ci a été consacrée par une loi par exemple. On retrouve trois types de coutumes. Les coutumes secundum legem, excusez-moi pour l'accent, je n'ai jamais fait de latin. Ce sont des coutumes auxquelles la loi renvoie. Les coutumes praeter legem qui comblent un vide législatif, celles-ci sont rares. Et enfin les coutumes contra legem, donc contraires à la loi. Cependant, la coutume ne peut déroger à la loi ayant une valeur supérieure au sein de la hiérarchie des normes. La coutume contra legem pourra trouver à s'appliquer lorsque la loi ancienne n'est plus appliquée.
Parmi les sources indirectes, on retrouve également la doctrine. Elle est composée des opinions, des commentaires, des analyses, des juristes. Pour finir, on y trouve la jurisprudence, qui est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions. Là où la loi est abstraite, la jurisprudence est concrète. Le juge ne doit pas pouvoir créer du droit, seule la loi le peut. Cependant, en pratique, les juridictions devant appliquer un droit général et abstrait, elles peuvent interpréter. En effet, l'article 4 du Code civil dispose que le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Le juge pourra donc se retrouver dans une situation où il sera obligé d'interpréter, de préciser ou d'adapter le contenu de la loi. Enfin, nous allons voir les sources externes par le biais des sources internationales et des sources européennes. Tout d'abord, le droit international. De nombreux traités, conventions, pactes, chartes ou accords, pour utiliser tout le vocabulaire que vous pourrez croiser, enfin, il y en a un peu plus, existent. Ils peuvent être bilatéraux, soit entre deux pays, ou multilatéraux. Leur effet dans le droit national diffère selon les pays. La théorie dualiste avance ainsi que l'ordre juridique international et l'ordre juridique interne sont strictement séparés. L'effet ne pourra avoir lieu qu'après transposition en droit interne. La théorie moniste, quant à elle, prône un ordre juridique unique. Il n'y a pas besoin de transposition pour que l'acte international déploie ses effets. En France, il faut se référer à l'article 55 de la Constitution qui nous dit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Ils sont donc, si ces conditions sont respectées, supérieurs à la loi dans la hiérarchie des normes, mais inférieurs à la Constitution. Enfin, et pas des moindres, la dernière source externe est le droit de l'Union européenne, qui prend chaque jour un peu plus de place en France. Le droit de l'UE se compose d'un droit primaire constitué par les traités originaires, les traités modificatifs et d'adhésion, et le droit dérivé, qui est le droit issu des institutions de l'Union européenne. Vous pouvez retrouver plusieurs vidéos sur le sujet dans la playlist sur l'Union européenne. Selon le type d'acte, une transposition sera nécessaire. Ainsi, le règlement qui est général est l'équivalent de la loi française, et il est directement applicable. La directive, par contre, devra être transposée en droit interne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la feuille de droit. Je vous souhaite une bonne journée et de bons partiels.